partis socialistes traditionnels sont contestés non seulement par cette gauche radicale, mais ils sont aussi contestés par l'émergence des mouvements écologistes qui se positionnent, notamment chez nous, assez clairement sur la gauche de l'échiquier également, en essayant d'allier critique sur le plan environnemental avec une critique sur le plan social. Et donc il y a une lutte entre les partis socialistes traditionnels également et les partis écologistes pour une autre forme de gauche, une gauche moins ancrée dans, je veux dire, la gauche ouvrière initialement, dans les classes les plus populaires, mais plutôt une gauche plus intellectuelle, une gauche plus idéaliste sans doute, une gauche moins ancrée donc, sur le matérialisme initial du socialisme et des conditions socio-économiques réelles, mais plutôt une gauche qui s'appuie sur des idées de justice sociale, d'égalité, une gauche davantage réformiste, quelque part, à travers le renouveau de la gauche radicale et cette émergence d'un écosocialisme. On rejoue un petit peu la dualité historique d'un socialisme révolutionnaire qui donc appelait à la rue, appelait au rapport de force et au renversement de l'ordre bourgeois établi, et une gauche qui se bat davantage sur le plan démocratique, davantage sur le plan des idées, et ici donc qui se ressource notamment en s'appuyant sur la critique écologiste d'un système économique non respectueux de la nature et non respectueux de la soutenabilité de notre modèle de développement. Cette gauche éco-socialiste, quelque part, rompt avec le productivisme qui était à la base du socialisme, l'idée que c'était quelque part grâce à un État qui était le meilleur des producteurs, celui qui allait créer l'abondance matérielle, que l'on allait résoudre les inégalités, que l'on allait dès lors à être dans un état d'abondance qui allait permettre de supprimer la propriété privée, et dès lors, une fois que la propriété privée était supprimée, la source même des inégalités était supprimée et que les conflits sociaux disparaîtraient. Alors cet antiproductivisme peut paraître être quelque part à l'opposé total de la perspective de Marx et de la perspective du socialisme. Mais quand on y réfléchit un peu plus, en fait, ce qui faisait la pertinence du raisonnement de Marx, ce qui lui permettait d'avoir la conviction que l'abondance était possible et que dès lors la propriété privée pourrait être supprimée, c'est qu'il s'inscrivait dans une économie des besoins. Revoyons d'ailleurs, imaginez, vous êtes au 19e siècle, vous êtes au début de la révolution industrielle, la question à ce moment-là n'est pas celle de la maximisation des désirs, n'est pas celle de la maximisation de la satisfaction du consommateur. La question essentielle est celle de la paupérisation, est celle de parvenir à créer une richesse suffisante pour que les besoins fondamentaux de toute la population soient satisfaits. C'était ça l'enjeu. Et lorsque Marx parle d'une société d'abondance, il ne parle sans doute pas d'une société où les désirs de tout le monde, les plus inimaginables, pourraient être satisfaits nécessairement. Non, l'abondance pour lui, c'était vraisemblablement une société où la richesse était suffisante pour que les besoins fondamentaux de tout le monde puissent être satisfaits. Et de ce point de vue-là, il était loin d'être aussi naïf qu'on pourrait le croire de prime abord. Si on se remet dans son cadre de pensée, il est évident qu'effectivement, la révolution industrielle a permis de créer un bien-être matériel suffisant pour que les besoins fondamentaux de l'ensemble de nos sociétés, en tout cas de nos sociétés des pays développés, des pays, mais même je pense que la richesse à l'échelle mondiale devrait être suffisante pour assurer la satisfaction des besoins fondamentaux de toute la population. Et donc, là où Marx a peut-être eu tort, ce n'était pas dans la capacité de l'économie d'atteindre un état de richesse, d'abondance suffisante pour satisfaire les besoins fondamentaux. Ce qu'il a manqué sans doute, c'est à quel point on allait parvenir au XXe siècle à passer d'une économie de besoins à une économie de désir. Que lorsque les besoins fondamentaux seraient satisfaits, le manque ressurgirait quelque part parce qu'on créerait, par la notion même de désir, par l'idée que manquer de quelque chose, ce n'était plus avoir quelque chose, manquer d'une chose nécessaire pour satisfaire ses besoins fondamentaux, c'était avoir un désir qui était insatisfait
et que cette chaîne des désirs serait inépuisable, et serait d'autant plus inépuisable qu'une partie essentielle du fonctionnement de l'économie viserait à créer précisément ces désirs, à les relancer sans cesse. Je pense donc au marketing. Ce que Marx a sans doute manqué, c'est l'invention de la société de consommation, là où il pensait qu'une fois nos besoins fondamentaux satisfaits, on se contenterait d'une forme de, ce qu'on appellerait sans doute aujourd'hui, une forme de sobriété, une forme de simple, enfin à l'époque on n'aurait pas vécu ça comme une sobriété, mais comme étant vraiment une abondance, mais que l'on chercherait davantage à se réaliser dans l'art, dans des activités intellectuelles, dans des activités qui n'étaient pas médiatisées par des objets, par des activités qui ne demandaient pas d'être mis en concurrence pour la possession et donc la propriété d'objets. Il a manqué sans doute donc non pas de réalisme quant à la capacité de nos économies à produire une abondance, il a manqué d'imagination quant à la capacité de l'être humain de recréer du manque à travers les désirs. Alors cet écosocialisme, finalement, qui en reviendrait à l'idée que ce qui compte, c'est la satisfaction de nos besoins et que pour le reste, il faut s'accomplir à travers des activités qui ne demandent pas la propriété, la possession d'objets, des activités qui ne sont dès lors pas de l'ordre de la production matérielle. Cet écosocialisme versus ce socialisme radical peut être vu aussi comme étant finalement un match, et ça peut être une critique qui sera posée par la gauche radicale, entre une conception plus bobo, bourgeois, bohème, plus justement idéaliste, etc., de classe sociale plus aisée, socio-éducativement plus élevée, je l'ai déjà dit, et qui méconnaissent l'aspiration fondamentale des classes populaires à la jouissance matérielle, le plaisir populaire démocratique de la société de consommation. On peut aussi se demander si cet écosocialisme est à même de rendre compte de ce qu'il défend par ailleurs, c'est-à-dire le financement d'une sécurité sociale forte, le financement des acquis du socialisme démocratique, puisque cette sécurité sociale, elle fonctionne fondamentalement sur un financement qui demande une production, qui demande la création de richesses. Cette même création de richesses qui a quelque part rendu les États esclaves de la croissance économique et dès lors du système financier, et notamment qui explique pourquoi un concept comme le maximine, la maximisation du minimum que nous avons vu chez Rawls, a pu être utilisé par les partis socialistes traditionnels comme finalement une forme de substitution à la logique de l'égalité dans un environnement économique qui fonctionne sur la concurrence, et notamment la concurrence pour attirer les investisseurs. Il est indispensable d'accepter un certain nombre d'inégalités, il est indispensable d'accepter un certain nombre d'inégalités pour attirer les investisseurs, sans quoi justement c'était le financement de la sécurité sociale, c'était la création de richesses, d'activités économiques et dès lors d'emplois, et donc la situation des plus défavorisés qui était fragilisée. Dès lors, améliorer le sort des plus défavorisés, améliorer la taille du gâteau, finalement, faire en sorte que le gâteau grandisse le plus possible, sans arrêt toujours plus, pour que ce gâteau soit suffisamment grand pour qu'une part, même si elle est de plus en plus inégalitaire, mais une part suffisante de ce gâteau puisse bénéficier aux plus défavorisés, notamment avec le financement de la sécurité sociale. Et donc l'enjeu pour le socialisme sous ses différentes formes, c'est quelque part de trouver l'équilibre dans un triangle entre un libéralisme de gauche qui est conscient que la création de richesses est fondamentale pour financer les politiques sociales, pour créer l'emploi, pour soutenir les politiques à l'égard des classes sociales les plus défavorisées, mais qui dès lors se compromet trop vis-à-vis du capitalisme aux yeux d'une gauche radicale qui entend, elle, reprendre main à travers l'État sur un fonctionnement de marché, lui proposer un autre système économique assurant une égalité plus forte, mais qui reste
d'essence productiviste qui reste centrée sur la notion du pouvoir d'achat, au risque peut-être d'ailleurs de ne pas rendre compte, de ne pas prendre en compte l'enjeu écologique. Et puis ce troisième pôle, un socialisme plutôt ressourcé à l'idée écologique, qui en revient à l'idée que l'abondance que visait Marx était une abondance par rapport à la satisfaction de nos besoins fondamentaux, mais qui doit, en rompant avec le productivisme, parvenir à expliquer comment il va parvenir à garantir le niveau de confort matériel, de richesse suffisante et notamment de financement de la sécurité sociale afin que, en particulier, les plus fragilisés bénéficient de la même sécurité et des mêmes droits sociaux que l'alliance du socialisme et du libéralisme est parvenue à créer.